Alors pourquoi se pose-t-on la question de la réduction des sulfites dans les vins? Donc en gros, c'est une personne qui consomme du vin, la quantité de sulfite qu'elle ingère dans le bol alimentaire, via le vin, ça représente à peu près les 3/4, donc c'est une partie très significative. Il existe une dose journalière admissible, qui est fournie par l'OMS, qui est 0,7 mg par kilo de poids corporel. Je vous laisse faire votre calcul, mais vous allez les apercevoir que très vite. Vous êtes susceptible d'arriver à la dose maximum. Ce qui fait que c'est un problème pour la filière, et ça se matérialise, ça s'est notamment matérialisé récemment par une nouvelle réglementation au niveau des vins biologiques, qui, on peut imaginer à terme, préfigure de ce qui pourrait se passer au niveau des vins en général. Alors, vous savez tout ça, mais le SO2 en énologie est utilisé pour différentes propriétés, antioxydants, antiseptiques, et j'en passe. Il faut bien garder à l'esprit que son spectre d'action est extrêmement large, et de fait, mais pour le remplacer, c'est extrêmement complexe. Un point important aussi, c'est que d'un point de vue technologique, généralement, nous, on aime bien parler, les technologues, de SO2 libre, de SO2 actif, mais qu'en fait, sur le plan réglementaire, c'est le SO2 total qui compte. Et dans mon propos, on s'attachera plutôt, en termes d'objectifs, à réduire la quantité de SO2 total. Alors, pour rassurer un petit peu tous les opérateurs, les enquêtes qualité des interprofessions montrent qu'il y a peu de vins, Dieu merci, en dehors des normes actuelles, mais enfin ça, a priori, c'est une évidence, mais que beaucoup de vins contiennent des quantités de sulfite très significativement inférieures aux teneurs maximales autorisées. Donc c'est plutôt rassurant, mais ça ne veut pas dire pour autant que la filière doit s'affranchir de démarches qui vont aller vers la réduction. Alors, la filière en a particulièrement conscience, les pouvoirs publics aussi, et en 2009, donc, on a été sollicité pour mettre en place un groupe de travail. Donc là, vous avez tous les intervenants, l'appui financier de France Agrimaire, et puis les différents intervenants de la recherche fondamentale ou de la recherche appliquée qui interviennent sur le territoire. Donc j'espère que je n'en ai pas oublié. Alors, quand ce groupe de travail s'est constitué, on est parti du principe que les bonnes règles d'emploi des sulfites étaient quelque chose d'acquis. Donc c'est bien dans ce contexte-là qu'on se place. À partir de là, que peut-on faire de plus? Eh bien, on s'est dit, on va essayer d'étudier la faisabilité d'une réduction. J'ai déjà employé le mot. Mais alors, selon les interlocuteurs, ça peut être significatif, important, drastique, des quantités de sulfite contenues dans les vins. Et je pense qu'il y a un chiffre qui est parlant, c'est 100 mg par litre. Parce que ça correspond au moins entre 2 tiers et 50% des maximums autorisés. Alors, on s'est fixé un cadre. C'est que notre travail est en dehors des systèmes de production. On ne voulait pas rentrer dans le débat qui peut être d'ailleurs plus philosophique que technique, qui concerne les vins biologiques, les vins naturels, les vins et j'en passe. Notre objectif, on ne veut pas revenir en arrière sur tous les bénéfices de l'énologie, c'est d'exclure les vins à défaut, caractérisés. On s'autorise toute technique novatrice ou éprouvée. Donc ça peut être un itinéraire, un procédé, ça peut être un produit de substitution. Et nos indicateurs se veulent factuels, c'est-à-dire qu'ils sont analytiques, microbiologiques, sensoriels, avec si possible, alors on essayait de déboucher des notions de perte acceptables, c'est-à-dire qu'on savait qu'en faisant un peu, en mettant moins de sulfite, on pouvait avoir éventuellement une certaine modification du profil sensoriel final des vins. Et l'idée, c'était de se dire, on peut peut-être accepter un certain nombre de choses, mais il y aura forcément à un moment donné une limite qu'on doit se fixer. Alors, comment est-ce que l'on a fait? On a choisi de travailler autour de 3 itinéraires modèles. Le premier, alors essayez de retenir, parce qu'après tout va se décliner avec ces itinéraires, c'est l'itinéraire I1 qu'on appelle la référence, donc on l'a appelé optimisation et sécurité, c'est celui qui intègre les bonnes pratiques actuelles. Donc c'est déjà de l'optimiser. Ça c'est notre référence. Le I2, donc là on s'est fixé comme objectif de réduire 50% la quantité de sulfite dans les vins par rapport à la référence, en quantité de sulfite totale. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'important c'est de raisonner en total. Et puis le I3, eh bien, ça varie un petit peu selon les années. On a commencé par pas de sulfite ajouté, et ensuite on s'est dit que
le meilleur argument, enfin le meilleur qualificatif pour cet itinéraire, c'était plutôt de se dire la réglementation impose 10 mg par litre de sulfite, impose de mentionner lorsqu'un vin contient 10 mg par litre. Eh bien, peu importe qu'on en a rajouté ou pas, on choisit de faire un vin qui sortira de l'obligation de la mention sur l'étiquetage. Alors, j'insiste bien, on s'est fixé une logique d'objectif et pas de moyens. C'est-à-dire que peu importe, et à partir du moment où on travaillait sur des styles de produits complètement différents, peu importe les moyens que l'on allait mettre en œuvre, ce qui comptait, c'était le résultat final. C'est-à-dire la quantité de vin, la quantité de sulfite dans le vin, 1 mois après conditionnement. Et l'adaptation des itinéraires était forcément variable selon les régions. Entre un Riesling et un Grenache, ce n'est pas tout à fait les mêmes contraintes. Donc en fait, le cadre était commun, mais on faisait des adaptations de type expert selon l'expérience acquise dans les différentes régions sur les différents produits. Et puis, au final, on s'était mis aussi une autre barrière, c'est-à-dire que les itinéraires que l'on allait être amené à développer, il fallait qu'ils soient quand même durables d'un point de vue environnemental, mais surtout d'un point de vue économique. Donc, il fallait essayer de rester sur des choses raisonnables et qui étaient, si possible, à terme, à assez court terme d'ailleurs, transférables, applicables à l'échelle d'une cave. Alors, la méthode. Voici l'exemple d'un itinéraire en vin blanc. On a procédé de la même façon pour les rouges et les effervescents. Et les moelleux, même si je n'en parlerai pas là, puisqu'on a très peu de références. Donc l'idée, c'était de décomposer l'itinéraire, de cibler les points critiques aux différentes étapes de l'élaboration, et de bien repérer à chaque moment de l'itinéraire quand est-ce que des sulfites étaient ajoutés, pourquoi ils étaient ajoutés, et si quelles alternatives étaient disponibles sur le marché, entre guillemets. Donc là, vous avez l'exemple sur un vin blanc. Donc en gros, sur un vin blanc, il y a 2 points critiques. C'est sur mou, on verra tout à l'heure, c'est lutter contre le brunissement. Bon, ça fermenté, on peut imaginer qu'avec les levures sélectionnées, on n'a pas de souci, donc on n'a pas de SO2, on n'a pas de fermentation. 2 autres cas critiques, le sulfitage post-fermentaire, et peut-être le plus important, le sulfitage au moment du conditionnement. Donc on a procédé de la même façon, et vous voyez qu'à chaque fois, lutter contre le brunissement, quelles alternatives j'ai pas. Si j'ai pas, je mets pas, je m'abstiens, voilà. C'est autour de ce type de raisonnement qu'on a choisi de travailler. Alors, petite précision concernant les alternatives au sulfite. En fait, elles sont de 2 ordres. Il y a les premières qui consistent à créer les conditions de sorte qu'on utilise moins de sulfite. Lorsqu'on va inerter, lorsqu'on va travailler à basse température, on va de fait avoir des conditions en environnement du raisin ou du mou ou du vin qui va faire qu'on va qu'on va être amené à utiliser moins de sulfite pour une efficacité équivalente, et ce qui fait qu'au final, forcément, on aura moins de SO2 total. Donc ça, c'est plutôt une gestion intelligente, qui fait place largement à l'intelligence, au savoir-faire, et qu'on peut appeler une sorte de gestion anticipée du risque. Il y a les autres types d'alternatives, c'est je mets du SO2 à un moment donné, je ne vais pas mettre de SO2, mais je mets un produit alternatif, et donc de fait moins de SO2, on a rajouté un produit X. Alors le problème de ces produits X, c'est que, bon, il y en a qui sont, j'aime bien employer le terme de pédigré, mais il y en a qui ont un pédigré qui sont à peu près sympathiques, on va dire. Il y en a quelques-uns qui sont un peu plus problématiques, qui ne sont pas très agréables à utiliser, et qui, de toute manière, peut-être à terme, pourraient poser aussi quelques problèmes. Alors, vous voyez que ce sont 2 types d'alternatives différentes, et en fait, l'expérience montre, on le verra tout à l'heure, que ce sont essentiellement les alternatives précédentes, donc celles qui consistent à créer les conditions pour utiliser moins de sulfite, qui ont été le plus souvent retenues. Alors, quelques conditions préalables. Bien évidemment, on ne pouvait pas envisager de réduire la quantité de sulfite si on ne s'imposait pas une hygiène de cave sans faille. Donc ça, c'est un préalable.
de la récolte au conditionnement. Deuxième point, et c'est pas parce que notre hôte aujourd'hui est distributeur, producteur de levures et de bactéries, mais notre réduction des sulfides ne pouvait s'envisager que si on avait une parfaite maîtrise des processus fermentaires. Tout simplement parce qu'on sait que les périodes de latence sont généralement propices à toutes les déviations. Donc, tous les essais ont été faits avec levurage et ensemencement bactérien. Et puis, dernier point, c'est qu'on peut envisager une réduction de sulfite que si on contrôle les apports d'oxygène. Alors, sur mou, en fermentation, oui. En élevage, de manière encore plus pointue, probablement. Mais surtout au moment du conditionnement, où là, c'est un stade critique fort. Alors, pour deux raisons. Une raison essentielle, c'est que par définition, une fois que le vin est en bouteille, on ne peut plus intervenir. Donc la quantité de SO2 qu'on aura mise, elle est fixée, la quantité d'oxygène qu'on aura mise, elle est fixée. Donc c'est le point critique le plus important. Alors ces conditions préalables entendues, voilà le nombre d'essais qui ont été réalisés sur 4 millésimes. Donc simplement pour vous donner une idée, on a travaillé une grande diversité de produits sur une grande diversité de régions. Et que ça, au total, je crois que ça représente une 60aine d'essais. Il y en a encore en cours, mais tout simplement pour dire que les résultats qu'on a obtenus, même si ça a été obtenu sur des volumes restreints, puisque ça va en gros, du 50 litres au 5-6 hectolitres, concerne des catégories de produits très diverses. Très diverses. Alors, les modifications d'itinéraire qui ont été appliquées. Tout ce que je vais vous présenter jusqu'à présent, dorénavant, donc on a l'itinéraire I2 50%, I3 on va dire 10 mg maxi, c'est comparé par rapport à I1. Et tout ce que je vous mentionne, ce sont les différences qu'on a observées par rapport à I1. Ça ne veut pas dire que pour tous les essais, on a observé ces différences. Ça veut dire simplement que si différence il y a eu, elle a été notée ici. Mais elle n'est pas systématique. Alors, pour les vins blancs, I2, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre? On a mis en œuvre de l'inertage, vendange, vin. On a mis en œuvre de la température, c'est-à-dire qu'aussi bien en conservation qu'en récolte. Il y a un moyen très simple pour la récolte, c'est de récolter à vendange fraîche, hein, donc c'est un outil qui peut être intéressant. On a fait varier, lorsqu'il y avait un élevage, le nombre de sous-tirage et le nombre d'aération. Et puis, très fréquemment, on pratiquait un élevage sur I3, plus ou moins la même chose, avec des variantes puisque par définition, la plupart il y a une part très significative des vins blancs testés qui ne faisaient pas la fermentation lactique. Sans SO2, maîtriser l'absence de fermentation, faire en sorte de ne pas faire la fermentation lactique, c'est quelque chose de compliqué. Donc il y a deux options possibles. Ou bien on la bloque par du lysozyme, ou bien on déclenche carrément la fermentation malolactique et on accepte les conséquences de cette fermentation malolactique. Ça veut dire que là, de fait, on introduit une modification du profil sensoriel qui au final sera ou pas acceptée. Pour les vins rosés, alors sur les vins rosés, on a une problématique qui est assez équivalente à celle des blancs. On a des alternatives qui se rapprochent tout à fait de celle des blancs, avec une particularité, c'est que le rosé, par définition, c'est un petit peu de couleur. Et donc les modalités appliquées se sont évertuées à faire varier cet aspect préfermentaire de façon à préserver la couleur rose sans avoir trop de jaune. Et ça, on va le voir tout à l'heure, ça va être tout l'enjeu des expérimentations sur rosé vont tourner autour de cette problématique couleur. Donc, vous voyez, durée de macération, on a utilisé de l'acide ascorbique, on a fait varier un certain nombre de paramètres donc sur I2 et sur I3 la même chose, je dirais de manière plus aiguë, et même problématique que pour les blancs, hein, sur les rosés, généralement pas de fermentation malolactique, et quand on ne sulfite pas, on a toutes les chances de faire des fermentations malolactiques finalement en bouteille. Donc plutôt que de les faire en bouteille, on assume la fermentation malolactique en cuve. Alors, sur les vins rouges, pour l'itinéraire I2, on a assez peu de variations finalement. Bon, bien sûr, concernant les sous-tirages, on pouvait moduler au niveau de l'aération, mais les principales innovations consistaient à éventuellement positionner des méthodes physiques de stabilisation
de sorte qu'on élimine les populations à risque. Pour I3, même observation, mais alors le problème microbiologique sur I3, donc pas de SO2, étant beaucoup plus important, mais vous voyez, et notamment sur les vins, on verra du sud de la France, les vins plus sensibles aux déviations microbiologiques, et bien on a essayé de tester tout l'arsenal à disposition pour en gros maîtriser ces populations indésirables, Brettanomyces, mais pas spécialement, notamment des populations de bactéricétiques par exemple. Pour les vins effervescents, donc I3, rien de particulier, on n'a pas sulfité, et puis I2, donc on a ou bien rajouté moins de SO2, mais on a surtout fait un sulfitage différé, donc on a apporté du SO2 en moins de quantité, mais un peu plus tard, donc on a fait une oxygénation temporaire maîtrisée du mou, et ensuite on a appliqué du SO2. Alors les apports de sulfite, donc, je vous rappelle, l'objectif, moins 50%, 50%. Donc globalement, quelles que soient les catégories de produits, il y a deux stratégies. La première stratégie pour arriver à moins 50% à la totale, c'est de dire je divise toutes les doses élémentaires par 2. Ça, donc, vous voyez, ça a été appliqué dans un certain nombre de cas, ça c'était la première stratégie. Et la deuxième stratégie, c'est de dire, souvenez-vous du schéma que l'on a vu tout à l'heure, il y a des points critiques, et bien sur certains points critiques, je vais faire des impasses, et je vais garder mon SO2 pour les points les plus cruciaux. Donc les plus cruciaux, ça va être par exemple la mise en bouteille. Plutôt que de mettre une demi-dose à la mise en bouteille, je ne vais pas sulfiter les mous, et je garde tout mon SO2 pour la mise en bouteille. Donc les deux stratégies ont été développées. Alors pourquoi il y a eu des approches différentes il y a des approches différentes parce que les habitudes, les savoir-faire, la sensibilité des produits étaient différentes selon les régions. Et notamment, il y a certaines catégories de produits qui, on le verra tout à l'heure, des blancs très aromatiques ou des rosés qui pouvaient difficilement être envisagés. On pouvait difficilement envisager de faire des vinifications sans un minimum de sulfitage sur mou. Donc de fait, on est obligé d'apporter un peu de sulfite sur mou. Et ce qu'on apportait sur mou, eh bien, il fallait forcément... on ne pouvait pas... comment dire, si on apporte... le fait de la nécessité d'en apporter sur mou impliquait qu'on en apporte moins, mais impliquait qu'on apporte des doses aussi plus faibles tout au long des autres stades. A l'inverse, sur des vins où on imaginait que le mou, la protection du mou contre l'oxydation était quelque chose de compte tenu de la typologie des produits moins important, eh bien on pouvait éventuellement faire une impasse sur mou, donc ça a été fait par exemple sur du chardonnay, ça a été fait sur de rouge, sur du merlot, du cabernet, on ne sulfitait pas les mous, et là on gardait toute notre SO2 pour l'appliquer au stade les plus critiques, donc post-fermentaire ou conditionnement. Alors on va passer aux observations proprement dites. Donc premières observations, les résultats concernant les teneurs en sulfite dans les vins. Donc est-ce que les objectifs ont été atteints ou pas? Donc là je vous ai présenté les résultats du millésime 2011, mais c'est assez représentatif, on a la même chose tous les ans. Donc globalement en effervescent il n'y a pas de problème, en divisant par 2 on arrive largement à au moins 50%. Sur les vins blancs, on arrive, on approche. C'est-à-dire qu'en gros, on est à 50, ou on est à moins 60%. On est à moins 40%. Donc l'objectif n'a pas été complètement atteint, mais il s'en est quand même fortement approché. Et puis sur I3, bah, ça dépendait un petit peu si on a rajouté ou pas. Concernant les vins rosés, on a la même chose, sachant qu'on partait de beaucoup plus haut. Ça c'est une remarque importante, c'est-à-dire que si au départ on avait déjà un itinéraire I1 qui était fortement optimisé, c'était beaucoup plus difficile de diminuer de 50% que sur un itinéraire qui l'était un peu moins. Donc sur rosé, là, sur le millésime 2011, on est arrivé à moins 50%. Vous voyez sur les rouges, on est quand même très largement en dessous des maximums autorisés, puisqu'on est à peu près, on va dire à 40 au tiers des maximums autorisés sur I1. Et vous voyez que sur I2, on arrive à abaisser, et sur I3, forcément, ça ne rajoute pas, on n'en a pas l'arrivée. Donc globalement, l'objectif des moins 50% a été atteint. Alors sur le plan physico-chimique, parce que c'est bien d'arriver à faire des vins avec moins de SO2, moins 50%, voire pas, mais est-ce qu'on a déjà réussi à faire du vin? Donc sur les 60 essais,
On a un seul cas de vin non marchand sur le plan analytique, c'est un essai sur Gewürztraminer. Pour ceux qui connaissent le Gewürztraminer, c'est un cépage qui produit des mous très très peu acides. Donc on a eu un essai où là on a eu une vraie piqûre en fermentation, donc un vin qui était piqué. Mais quand même, sur un seul cas sur 60. Donc ça veut dire qu'on peut quand même arriver à faire du vin non piqué. Alors il n'est pas forcément marchand, mais enfin marchand sur le plan sensoriel, on va le voir tout à l'heure, mais sur le plan analytique, on arrive à faire du vin. Alors, quelles sont les différences analytiques que l'on observe? Donc même principe que tout à l'heure. Ce que je vous mentionne, c'est que ce qui a été relevé, ça ne veut pas dire que ça a été relevé dans toutes les situations. Donc il faut le considérer. Si différence il y a, voilà vers quel type de différence on s'oriente. Alors les vins blancs, I2, on a des vins blancs qui sont un peu plus colorés. Mais ça reste très largement acceptable. Et puis, dans quelques cas rares, y compris sur I2, on a eu des fermentations malolactiques. Donc si on a une fermentation malolactique là, qui était non désirée, on a forcément une modification de l'équilibre classique des paramètres de l'acidité. L'acidité volatile bouge un petit peu, mais ça reste marginal. Sur I3, mêmes observations plus accentuées, donc on a une couleur un peu plus prononcée, qui peut commencer à être problématique sur certains vins. On a un peu plus d'acidité volatile, mais c'est pas rédhibitoire. Et puis forcément, si on déclenche une fermentation malolactique volontaire, on a une modification des caractéristiques. Sur les vins rosés. Alors, sur les vins rosés, je vous l'ai dit tout à l'heure, le challenge, c'est la couleur. Et là, DI2, la couleur est assez significativement modifiée et de manière problématique, puisqu'on a moins de rouge et plus de jaune. Donc ça ne va pas vraiment dans le sens des souhaits des producteurs de rosé. On veut une couleur rose, franche, avec surtout pas de jaune. Bon, ça se matérialise dans certains cas, un peu moins d'anthocène, un peu moins de polyphénol plutôt. Sur I3, la problématique devient là très aiguë, c'est qu'on a beaucoup plus de jaune et beaucoup moins de rouge. Donc on a des rosés qui sont plus colorés, mais en plus qui ont une couleur qui correspond moins au type. Donc là, on a des différences analytiques qui sont quand même assez problématiques. Et puis si on fait la fermentation malolactique, là encore, on a forcément une modification des paramètres de l'acidité. Vin rouge. Alors, on va régler le cas du Beaujolais tout de suite. Sur le Beaujolais, alors je ne dis pas que le Beaujolais n'a pas de couleur, mais sur un vin qui a une couleur un peu moins prononcée, le fait de moins sulfiter, on a un renforcement de l'intensité colorante, et qu'on verra tout à l'heure, qui est visible à la dégustation. Donc ça, c'est l'effet direct du SO2 sur la couleur, et qui est proportionnellement d'autant plus important que la couleur est faible. Autrement, quelques différences, parfois un peu moins de polyphénol totaux, un peu moins d'anthocyanes. Le phénomène est plus important, bien sûr, sur I3, mais sur les rouges, finalement, assez peu de modifications physico-chimiques observées. Dans certains cas, un peu plus d'acidité volatile sur les vins du sud de la France. Mais là encore, ça reste tout à fait acceptable. Et puis sur les vins effervescents, eh bien, au moins au stade vin de base, on a des vins qui sont, moins on met de SO2, bon, on a des vins qui sont un petit peu plus jaunes. Hein, c'est observé sur I2, c'est un peu plus observé sur I3. Donc finalement, au résumé, au niveau analytique, sur les blancs, on a un peu plus de couleur. Sur les rosés, on a une couleur qui est significativement modifiée, c'est problématique. Sur les rouges, ben, finalement, on n'a pas grand-chose. Donc on n'a rien de très spectaculaire. Les composés aromatiques, puisque ce travail correspondait à un moment où on était capable de doser un certain nombre de choses dans les vins. Donc on a essayé de doser, en fonction des cépages, ce qu'on estimait comme marqueur du type de vin. Alors, première catégorie, les thiols variétaux. Donc, il y a deux possibilités. Ou le vin IEN en a, ou le vin IEN en a pas. Donc, si le vin IEN n'a pas de thiol, qu'on ne sulfite pas, donc I2 et I3 ont des quantités de thiol équivalentes. Si on se passe dans le cas des vins qui sont fortement riches en thiol, donc le Sauvignon, là on avait un Chardonnay qui était riche en thiol, et le Grenache rosé. DI2, on a une diminution significative des quantités de thiol, on va dire 50%, et puis I3, on a pratiquement tout perdu. Donc ça veut dire que la réduction telle qu'on l'a envisagée pénalise assez significativement cette famille de composés aromatiques. Les composés fermentaires, acétate, ester.
Alors, les acétates en jaune. Bon, finalement, assez peu de différences. Quelques différences particulières. Et ça représente bien, les graphes représentent bien ce que l'on a au fil des ans. Soit il n'y a pas de différence, soit on pourrait tenter de dire qu'il y a deux cas là, où il y a significativement d'acétate, puis il y en a un où éventuellement il y en a un peu plus sur I3. Mais globalement, on peut dire que ça impacte peu, ou si ça impacte, c'est plutôt défavorable. Les esters éthyliques, peu de différence, et quand on sait que la façon dont ils sont formés, c'est finalement, il y a d'autres paramètres qui sont beaucoup plus importants que pour ces composés-là. Donc globalement, les composés fermentaires, si on compare par rapport au thiol, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de différence, mais les différences sont beaucoup plus ponctuelles. Et sans doute que c'est pas la meilleure, c'est pas la famille aromatique qui est la plus impactée si on diminue les quantités de sulfite. Autre famille, les C13 l'orisoprénoïde. Donc là, c'est un résultat un peu remarquable, parce que systématiquement, on a plus de damascénone dans tous les vins qui sont faibles, qui sont moins sulfités, donc qui ne sont pas très peu sulfités, I3 ou I2. Alors, des vérifications sont en cours, mais tout porte à croire que le dosage, en fait, tout ne porte pas à croire. Le dosage considère uniquement la damascénone libre, la damascénone étant un composé carbonylé. De fait, moins on met de SO2, plus il y a de damascénone libre, donc forcément, plus on en retrouve au dosage, et inversement. Donc, ça veut dire que les vins, ça veut dire que si on considère, il semble que ce soit la damascénone libre qui a le plus d'impact sensoriel. Il y a quelques publications qui semblent montrer que c'est bien elle. Donc ça veut dire que dans les mous, dans les vins peu sulfités, plus de damascénone libre, et donc ce composé pourrait être en quantité plus importante et avoir un effet sensoriel plus important dans les vins faiblement sulfités. Alors, en résumé, sur le plan aromatique, si on regarde les familles qui ont des dosés, sur les vins blancs, les thiols variétaux, c'est ou équivalent, ou on en a moins, et sur I3, on en a vraiment, vraiment beaucoup moins. Acétate d'alcool supérieur, c'est équivalent ou un peu moins. Les esters éthyliques, ça ne bouge pas beaucoup. Et puis on a beaucoup plus de damascénone dans les vins I2 et surtout dans les vins I3. Les rosés, les thiols variétaux, on en a eu moins, mais on a des essais où il y en a eu, c'était équivalent, et d'autres essais, on en a même eu un peu plus. Donc là, très difficile de tirer une conclusion. Sur les vins rouges, bon, les thiols variétaux, ça ne concerne pas tous les vins rouges, hein, mais il y en a quand même un petit peu. C'est un peu comme les blancs, c'est ou équivalent ou il y en a moins. Acétate d'alcool supérieur, c'est la même chose, ou c'est équivalent ou il y en a moins. Les esters éthyliques, c'est équivalent. La damascénone, même observation que sur les blancs. Et puis sur le merlot, on avait dosé le homofernéol, ça bouge peu, où il y a de la tendance à avoir un peu moins, notamment sur les 3. Et puis le potentiel en DMS est stable. Sur les vins effervescents, les dosages qui ont été faits sur des profils type vin effervescent montraient qu'il n'y avait pas de différence. Petite remarque à ce stade. On vient de parler des composés aromatiques, on a été capable de doser. Donc il y a déjà tous ceux qu'on n'a pas été capable de doser. Et puis on n'a pas dosé notamment ceux qui sont susceptibles d'apparaître et qui peuvent avoir imprimé un défaut sensoriel. On a bien fait un état des lieux de ce qui était des bons composés aromatiques et de ceux qu'on savait doser. Et uniquement cela. Sur le plan microbiologique, donc ça c'est une crainte qui est récurrente chez les technologues, hein, c'est avoir des accidents en fermentaire, parce que c'est quand même très, très, très problématique et très préjudiciable à la qualité des vins. Là, je vous ai mis pour illustrer quelques suivis microbiologiques qui ont été faits sur. J'ai pris à chaque fois une catégorie de produits. Donc là, sur un vin blanc, hein, qui est censé ne pas faire la fermentation malolactique, finalement, si on ne sulfite pas sur mou, oui, on a un peu plus de levure, sur mou, on a un peu plus de bactéries. Mais après, au niveau des autres stades, on a finalement assez peu de différence. Tant qu'on reste en cuve, tant qu'on reste en conditions contrôlées, finalement, les choses se passent relativement bien. Bien sûr, si on fait la fermentation malolactique, en fin éphémère, on a les bactéries lactiques. Sur un rosé de Provence, on a des choses assez équivalentes, finalement assez peu de différence. Vous voyez, là, on part de très haut, mais on part de très haut sur les 3 mots. Donc il n'y a pas franchement de différence aux différents stades et sur les différentes populations. Vin rouge, un pinot, idem, assez peu de différence. Bon, moins on sulfite, sur mou, les populations sont un peu plus élevées, mais il n'y a rien de significatif, c'est tout à fait gérable. Juste une petite remarque. Dans tous les essais, on a eu un seul cas d'identification de Brettanomyces.
Et ce cas-là correspond à un vin issu d'un mou non sulfité. Alors, je ne sais pas, ça peut être fortuit, mais c'est le seul cas. Et enfin, je pense qu'il y a quand même une petite relation que j'avais fait. Hein. C'est-à-dire qu'en sulfitant dans le mou, sans doute qu'on a rendu le milieu un peu plus sensible et on a retrouvé les Brettanomyces après cette mois d'élevage. Donc finalement, en résumé, sur le plan microbiologique, que ce soit vin blanc, vin rosé, oui, on a plus de levure, plus de bactéries, surtout après clarification, avant mise en fermentation. Oui, on en a plus après élevage, pendant l'élevage et au moment de la mise en bouteille, mais il suffit de filtrer ensuite convenablement. Mais c'est tout à fait gérable dans les conditions de cave, avec si on a un peu d'outils comme le froid par exemple. Et puis sur les vins rouges, là aussi, un peu plus de bactéries. Les outils sur vin rouge, comme la phage pasteurisation, nous ont été très utiles pour contrôler et puis ce problème de Brettanomyces. Sur le plan sensoriel, là je vous ai mis aussi quelques exemples. Donc là, exemple typique sur Sauvignon, donc la Sauvignon du Sud-Ouest. Donc I1, I2, les vins sont un peu différents. Vous voyez que dès que DI2, la note tiole fruitée a disparu. Et puis surtout à I3, on a des vins qui sont... On a un beau pic là, alors le rédox plus c'est élevé et plus c'est oxydé. Hein. Donc là on a un beau pic d'oxydation, donc le Sauvignon ne correspond plus du tout au type convenu. Un Chardonnay, donc même chose, I1, I2, le I1, une petite note de réduction sur le I1, ça c'est quelque chose qu'on a observé aussi fréquemment. Hein. Le I1 peut paraître plus réduit que le I2. Donc de fait le I2 un peu plus fruité. Bon, le I3, note d'oxydation, mais note d'oxydation qui a été compensée par ajout de 10 mg de SO2 à la mise. Alors, même si c'est un effet temporaire, ça c'est pratiqué en plus dans la pratique, le fait de mettre un petit sulfitage à la mise change un peu la donne au niveau du I3. Même si au niveau du profil, il reste quand même un peu en dessous. Le rosé, donc je vous ai dit pour la couleur, donc le 0 SO2, vous voyez, il n'est pas du tout sur la même caractéristique, et puis le lien n'est pas très éloigné du I2. Au niveau olfactif, on retrouve ce qu'on a sur le Sauvignon. Hein, donc là, le yin paraissait plus réduit. Donc le fait d'avoir sulfité un peu moins, on peut avoir des vins un peu plus expressifs. Et puis le I3, on a une belle pointe d'oxydation, on a le fruit frais qui a disparu au profit du fruit mûr et du fruit sec. Et puis en bouche, on retrouve cette belle note d'oxydation. Le Grenache de la vallée du Rhône, I1, I2, peu de différence. Le I3, plus de fruits frais, mais on a beaucoup de fruits mûrs. Et puis on a des notes d'éventé, d'oxydé, d'assez franc. Donc I3 a un profil qui ne correspond plus vraiment à ce qu'on attend. Sur le Gamay en Beaujolais, assez peu de différence entre I1 et le I3, mais on part de doses sur le I1 de quantité de sulfite très faible, parce qu'on est à 30-40 mg. Donc ça peut expliquer. Alors sur le plan sensoriel, finalement, si on résume, les vins blancs, il y a deux catégories. Ou bien on a assez peu de différence sur I2, ou alors les vins qui sont fortement marqués thiol perdent leur caractéristique thiol au profit de notes éventuellement terpéniques, mais on a des vins qui sont complètement différents. Et c'est beaucoup plus marqué, bien sûr, sur I3, avec des notes de type pomme, des notes d'oxydation, et puis quelque chose qui apparaît assez fréquemment dans les arômes négatifs l'emporte sur les arômes positifs. Concernant les vins rosés, mêmes observations, avec en plus la couleur, où là, on a I3, on a une modification de la couleur qui est perçue visuellement. Sur les vins rouges, I2, assez peu de différences. Les différences les plus marquées sont sur I3, avec disparition du fruit frais au profit du fruit cuit. Et puis, si selon l'état microbiologique du vin, on a tout le cortège acétique, incessant et dentétanal qui sont susceptibles d'apparaître. Sur les vins effervescents, au stade de vin de base, on peut avoir des vins qui paraissent un peu moins réduits, un peu moins soufrés, un peu plus fruités. Et puis sur le I3, on a un caractère oxydé, les fruits mûrs qui ne correspondent plus du tout à ce qu'on attend dans la base. Donc le bilan des observations, c'est que pour I2, moins 50%, on a des différences physico-chimiques ou microbiologiques qui sont tout à fait acceptables. Les différences aromatiques et sensorielles concernent essentiellement les vins qui sont des thiols variétaux et qui sont marqués par cette caractéristique thiol, donc qu'ils soient blancs ou rosés. Sur I3, on a une altération de la couleur, augmentation de l'acidité volatile, des populations de micro-organismes plus importantes, une perte de thiols variétaux, un garde macénone, c'est le seul point positif.
Et au final, on a une modification de profil du profil sensoriel des vins avec des notes d'oxydation et de fluidure. Quelques pistes pour l'avenir. Pour renforcer cette démarche, on peut imaginer différentes pistes. Alors, dans les laboratoires, il existe, on va en parler tout à l'heure, mutation des bioproduits de la levure qui pourraient nous permettre de préserver les arômes de l'oxydation. On a l'argent colloïdal qui est en discussion pour savoir si son activité antimicrobienne pourrait être utilisée en remplacement des sulfites. On peut imaginer des extraits végétaux, probablement plutôt au niveau de leur activité antioxydante. Et puis, de manière un peu plus long terme, des polymères fonctionnalisés qui consisteraient à enlever du vin les substances qui sont susceptibles de combiner le SO2. J'ai presque fini. Alors, l'épilogue, c'est que ces résultats montrent que, à partir du moment où c'est aléatoire et illusoire de compter sur des molécules de substitution pour réduire les quantités de sulfite dans les vins, eh bien, il faut essayer de s'y prendre différemment, et plutôt que d'avoir un produit, faire parler l'intelligence du unificateur. Alors, pour progresser, il faut poursuivre les recherches, en partie pour les vins, pour la conservation des vins conditionnés. C'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais on a des évolutions plus rapides sur les vins moins sulfités en bouteille. Il faut continuer, on a des alternatives physiques pour prévenir les altérations microbiologiques. Ce qui fait que concrètement, le problème, je pense, numéro 1, c'est lutter contre l'oxydation, et notamment après le conditionnement. Et que la réduction des sulfites passe plus sûrement par l'innovation en termes de procédés d'élaboration, c'est-à-dire une gestion globale, comme on a essayé de le faire. Et dans ce cadre-là, les exemples montrent qu'on peut quand même, je pense, sans perte de qualité fondamentale, produire des vins contenant de 50 à 100 mg de sulfites totaux, et ça c'est un objectif plausible. C'est peut-être pas 100, pour certains produits c'est peut-être 120, mais c'est un objectif qu'on doit pouvoir atteindre à moyen terme. Et que pour nous, et ça fait que confirmer ce que l'on imaginait au départ, mais produire des vins sans sulfite n'est absolument pas recommandable avec l'actuel des choses, c'est beaucoup trop aléatoire. Alors, il ne faut pas ignorer les réussites, il y a quelques réussites sur le terrain, mais il y a aussi des échecs retentissants, et donc plutôt que de parler de vin contenant très peu de sulfite, je crois qu'il faut plutôt que la filière s'engage sur des réductions progressives des quantités de sulfite dans le vin, et qu'on a deux freins majeurs qui peut-être feront bondir les opérateurs. Alors l'effet millésime, ça on n'y peut pas grand-chose. Par contre, les conditions de conservation démarcables, on peut imaginer qu'une réduction significative des sulfites s'accompagne de préconisations en termes de conservation et de consommation des vins.